Bonjour, X-Wing aujourd'hui, X-Wing 2.0 avec quelques nouvelles listes, deux listes impériales et une liste rebelle. Parce que oui, la période de test de la V2 d'X-Wing se prolonge, et encore une fois avec le camarade Acteris. Cette fois, nous nous sommes accordés sur une journée moins intense que la fois précédente, et au final, nous avons joué 3 parties, ce qui tombe bien, j'avais prévu 3 listes. Mais à ce propos, justement, Acteris souhaitait tenter une compo impériale, aussi avons-nous le temps d'une partie échanger nos rôles. Je me sens sale, hein, mais je dois le reconnaître. Oui, j'ai joué une liste rebelle. Horreur glauque. Pour les deux autres parties, heureusement, j'ai joué impérial. Je voulais tester quelques trucs sans y croire pleinement, mais sait-on jamais. Nous avons alterné donc. J'ai joué impérial, puis rebelle, puis impérial à nouveau. Mais je suppose que cet article fonctionnera mieux si je rassemble mes deux listes impériales en tête et garde ma liste rebelle pour la fin. En V1, le TIE Phantom était un de mes vaisseaux préférés. J'adorais son optique de jeu. Du coup, j'ai pas mal joué Whisper, la pilote la plus capée pour ce vaisseau, même si j'ai aussi eu, assez récemment d'ailleurs, l'occasion de jouer un duo Whisper-Echo qui, ma foi, avait plutôt bien fonctionné. En tout cas, c'est un vaisseau que j'ai appris à manier progressivement, en prenant notamment en compte sa faiblesse caractéristique. Il était de suite beaucoup moins fort contre un adversaire disposant d'une valeur de pilotage supérieure. Et avec le talent Oni et instinct de vétéran, c'était relativement fréquent. Ceci mis à part, j'aimais le fonctionnement de l'occultation des occultations qui en faisait une savonnette d'un genre unique, et j'aimais aussi ses 4 dés d'attaque, son slot de membre d'équipage et ses senseurs. Aussi ai-je eu très peur devant tous les changements infligés à ce vaisseau et à ses pilotes en V2. La perte du 4e dé rouge m'a fait pleurer des larmes de sang, rouge, 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 mais les nouvelles règles concernant l'occultation m'ont fait quant à elles mal au ventre. Whisper, ou qui que ce soit, ne pouvait plus faire comme avant. Je me désocculte pour me repositionner, je t'avoine à 4 dés rouges et je m'occulte aussitôt, ce qui me donne 4 dés verts pour éviter ta pathétique tentative de riposte. Bye bye le système d'occultation avancé, ce qui change pas mal de choses. Le TIE Phantom fonctionne maintenant d'une manière très différente. Il se désocculte durant la phase de système, avec les mêmes gabarits de mouvement obligatoire à vitesse 2. En revanche, il gagne un marqueur d'évasion, et si, à la fin du tour, il dispose d'un marqueur d'évasion, alors il peut l'échanger contre un marqueur d'occultation. Whisper reste la pilote la mieux disposée à cet égard, car quand elle fait une attaque qui touche, elle gagne un marqueur d'évasion. Reste que l'occultation de manière générale se fait hors combat, on va dire, ce qui réduit considérablement son utilité. Concrètement, à moins de choisir de ne pas se désocculter, ce qui prohibe toute attaque, le marqueur d'occultation équivaut alors à un marqueur de désarmement, on ne profite jamais des 2 dés verts supplémentaires de l'occultation. Cette dernière sert en fait bien davantage, premièrement, à gagner un marqueur d'évasion gratuit, et deuxièmement, à faire les manœuvres de désoccultation un peu à la manière de super ailerons adaptables par rapport à ceux des TIE Striker ou Reaper. Oui, décidément, ça change beaucoup de choses. Mais en contrepartie, le TIE Phantom en général et Whisper en particulier coûte moins cher qu'en V1. Et pour ce que j'ai lu ça et là sur le web, il semblerait que nombre de joueurs impériaux se sont montrés très enthousiastes devant le nouveau fonctionnement de ce vaisseau. J'étais sceptique, mais il me fallait tester. D'autant que j'avais envie de tester autre chose. Comme je l'avais mentionné dans le précédent article de ce type, ça me démangeait de caser l'équipage Dark Vador dans le slot d'équipage de Whisper, ce qui est onéreux, mais me paraissait potentiellement rigolo. Aussi l'ai-je testé avant de tester d'autres configurations plus classiques, on va dire, auxquelles je songeais depuis quelque temps, avec peut-être l'agent Calus ou un informateur, ou peut-être même le directeur Krennic que j'avais employé de la sorte en V1, mais son nouveau fonctionnement ne permet pas de transposer ma compo originelle. Ce qui s'en rapprocherait le plus en V2, c'est ce que j'avais fait dans ma liste la comtesse et le capitaine, avec un défenseur taille au lieu d'un taille fantôme. Ce qui me donnait un taille fantôme avec de la force. Alors j'ai eu envie de faire une connerie, une sorte d'équivalent 2.0 de liste Palp Aces, mais où chaque vaisseau disposerait d'un utilisateur de la force. Et voici comment. Bon, je vais commencer, Palp Aces 2.0, par un vaisseau que je n'avais jamais eu l'occasion de jouer en V1, la nécessaire navette T4A de classe lambda, ici pilotée par le capitaine Kagi, 48 points d'escadron, dans le but de lui faire transporter l'empereur Palpatine, équipage qui nécessite 2 slots et qui coûte l'impériale fortune de 13 points d'escadron. Vous me direz, c'est toujours un point de moins que l'équipage Dark Vador qu'Enfer Infra. Mais cette composition appelle plusieurs remarques. Tout d'abord, la Lambda fait partie de ces vaisseaux impériaux qui ont bénéficié du passage en V2. Elle n'est plus forcément à ce stade ce gros camion impossible à manœuvrer qui n'a pas d'autre fonction que de transporter l'empereur aussi loin que possible de l'action. Ce dont l'arc de tir arrière dont elle dispose maintenant, même s'il n'a qu'une valeur de 2 contrairement au 3 de l'arc avant, est une bonne illustration. Mais ce n'est pas la seule.
L'habilité du capitaine Kagi, le pilote de la navette de l'Empereur, est toutefois dans la continuité de ce qui se faisait avant, sauf erreur. Au début de la phase d'engagement, je peux choisir un ou plusieurs vaisseaux alliés à portée 0,3 et transférer les marqueurs d'acquisition de cibles ennemies sur la navette. J'ai eu l'occasion de constater que ça pouvait être assez utile. Mais l'Empereur lui aussi fonctionne différemment, et globalement moins bien, voire beaucoup moins bien. J'avais envie de le tester quand même. Déjà, il confère un jeton de force récurrent. Ensuite, quand un vaisseau allié attaque ou défend, il peut dépenser un point de force, celui de Palpatine, sur la navette, pour modifier un de ses dés, comme s'il avait lui-même dépensé un point de force. Dans le détail, l'atout essentiel demeure qui est qu'il n'y a pas de condition de portée. À cet égard, ça reste une capacité très très balèze. Ensuite, autre atout, cette carte revient d'une certaine manière au Palpatine originel avant le gros nerf de la V1, en ce que le choix de modifier un dé ou pas se fait après avoir jeté les dés. Il ne s'agit plus de parier pour un résultat éventuellement inutile. Mais cette carte en contrepartie a maintenant un gros défaut. Puisqu'elle fonctionne comme une dépense normale de points de force, elle ne peut plus s'appliquer qu'au résultat concentration, pas au résultat vierge. Bad. Bad. Mais l'âme de cette liste est donc le Type PH Phantom qui est piloté par Whisper, 52 points. J'ai expliqué plus haut comment fonctionne la capacité générique des TIE Phantom, réseau de Stygium, ainsi que la capacité spéciale de Whisper elle-même. Ce jeu avec les marqueurs d'évasion a décidé du talent à allouer à la pilote, Feinte, 4 points, que j'aime décidément beaucoup. Quand Whisper attaque, si elle a un marqueur d'évasion, et elle a donc de bonnes chances d'en avoir un, elle peut annuler un des résultats évasion du défenseur par un résultat concentration. Pour ce qui est de l'équipage, j'ai donc choisi Dark Vador, 14 points tout de même. Au début de la phase d'engagement, je peux choisir un vaisseau ennemi à portée 0,2 dans mon arc de tir avant, chose qui devrait être plus facile qu'avec mon TIE Reaper dans la liste It's a Major Countdown, et dépenser un marqueur de force fourni par la carte et récurrent pour infliger un dégât aux 10 vaisseaux, à moins qu'il ne sacrifie un jeton vert. Je manquais un peu de place pour d'autres améliorations. Je me suis dit qu'une modification coque améliorée lui serait profitable. Comme elle a une agilité de 2, cette carte à coût variable représente pour elle 5 points d'escadron et fait passer sa valeur de coque de 3 à 4. Voilà pour Whisper, mais il me fallait un deuxième as. Je me suis décidé pour un autre vaisseau dont je disposais déjà un V1 et que je n'avais jamais pu jouer, si je l'avais vu figurer dans certaines listes Pulp Aces, le Grand Inquisiteur, anciennement l'Inquisiteur, à bord de son TIE Advanced V1, 58 points, anciennement prototype de TIE Advanced. La faculté du pilote est proche de celle dont il bénéficie en V1, mais beaucoup plus contraignante. Il peut dépenser un point de force, il en a deux, soit pour bénéficier du bonus de portée 1 quand il attaque à portée 2 ou 3, soit pour annuler le bonus de portée 1 d'un adversaire quand il défend. Ce n'est donc plus automatique et ça demande de dépenser de la force dans chaque situation, et donc éventuellement plusieurs fois par tour. Mais j'avais envie de tenter la chose, et de tenter aussi une amélioration pouvoir de la force en l'espèce Sens, 6 points. Pendant la phase système, je peux regarder gratuitement le cadran de manœuvre d'un adversaire à portée 0,1, ou dépenser un point de force pour faire la même chose avec un vaisseau à portée 0,3. Et c'est tout pour lui. Et en jeu, qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, une partie très étrange au premier chef. Acteris avait aligné en face de moi une compo rebelle associant un YT-1300, oui, le Faucon Millennium, piloté par Lando Calrissian, et un X-Wing T-65 piloté par Luke Skywalker. Et ce fut une partie très très tendue, ceci alors même que nous ne parvenions pas à nous infliger mutuellement de vrais dégâts. En fait, quand nous avons mis fin à la partie en comptant les points au bout d'une heure et quart ou une heure et demie, aucun vaisseau n'avait été sorti du tapis de jeu. Je n'ai remporté la victoire que parce que j'avais dépassé le seuil de la moitié des points de Luke. Aucun autre de nos vaisseaux n'était dans ce cas. Une partie ennuyeuse alors? Eh bien, bizarrement non. Parce qu'il y avait vraiment beaucoup de tension, du pilotage serré, des jets de dés qui réussissaient ou rataient de justesse, et c'était assez amusant, oui. Bizarre. Mais Acteris lui aussi a apprécié cette partie très instructive. Et globalement, fait rare, j'étais assez content de mon pilotage. Je ne crois pas avoir commis de vraies boulettes, et j'ai bien géré tout particulièrement les manœuvres de désoccultation de Whisper et ses manœuvres normales ensuite. Concernant le bilan de la compo, eh bien ça dépend. Même si je crois que la leçon essentielle est que oui, même avec un dé rouge de moins et une économie d'occultation-désoccultation fondamentalement différente, Whisper demeure un chouette pilote d'un chouette vaisseau. J'étais très sceptique, mais je suis maintenant convaincu. Les louanges des joueurs impériaux V2 à son égard étaient probablement justifiées. Par ailleurs, Feinte fonctionne très bien avec elle, comme de juste, mais son association avec Vador aussi s'est montrée relativement efficace.
essentiellement en faisant disparaître des jetons verts, mais il y a eu des dégâts automatiques ça et là, notamment lors du dernier tour, alors même que j'avais fait le choix de ne pas me désocculter pour pouvoir faire un Koyo Grand 4 et conserver mes 4 dés verts, seul à même de me sortir du feu. Marqueur de désarmement ou pas, Vador a ainsi infligé à Luke, avec ses monstrueuses capacités en défense dès lors inutiles, le dégât précisément qui m'a fait remporter la partie. Le reste de la compo s'est montré bien moins convaincant hélas, ce qui explique peut-être pour partie le train assez étrange et tout sauf agressif de cette partie. Retenons tout de même le positif. Sens est un pouvoir de la force intéressant, un peu cher, mais potentiellement utile quand on dispose de bonnes facultés de repositionnement. En outre, la lambda s'est montrée étonnamment résistante. Son unique dévers et son marqueur de renforcement lui ont suffi pour encaisser sans crainte presque tous les tirs rebelles, et quand la situation menaçait de se montrer plus dangereuse, avec pour ma part des possibilités de manœuvre très limitées, je me suis résolu sans trop de peine à éloigner la navette du cœur de l'action, puisque l'effet de Palpatine est indifférent aux conditions de portée. Et pour un temps du moins, j'ai pu employer l'arc de tir arrière, ce qui ne mange pas de pain. Oui, bilan positif pour la lambda. Je n'ai pas été convaincu par le Grand Inquisiteur et ou son TIE Advance V1. Le coup en force de son habilité est rapidement problématique, avec un gain d'un seul marqueur par tour, et sans cela, si son cadran de manœuvre est bon voire plus, sa puissance de feu et plus globalement sa capacité de nuisance s'avère bien trop limitée par rapport à son coût, trouvais-je, une déception. L'autre déception, plus embarrassante peut-être, c'est Palpatine, qui oui est décidément beaucoup moins puissant désormais. Si j'ai apprécié de pouvoir choisir de l'employer après avoir jeté les dés, en attaque comme en défense, j'ai hélas pu constater que la limitation de son effet au résultat concentration est trop limitative. De toute la partie, j'ai pu au mieux l'utiliser, allez, 2 fois. Pour 13 points d'escadron, c'est bien trop peu. Vador, de son côté, s'est montré beaucoup plus régulier et c'est peu dire. Je suis un peu sceptique quant à l'idée d'autres listes Palp Aces, du coup, bon, je retenterai probablement un de ces jours. Mais, victoire. Une victoire très bizarre, au poil de cul, dans une bataille qui ne rentrera pas exactement dans les annales du massacre héroïque avec plein d'explosions partout, mais que j'ai trouvée très intéressante, et Acteris aussi, semble-t-il. Passons à ma deuxième liste impériale de ce jour, je conclurai avec ma tentative de liste rebelle. La présente compo doit beaucoup à l'expérience assez concluante de ma liste It's a Bomber and a Punisher, en même temps qu'au constat en jouant cette liste de ce que je n'étais vraiment pas au point concernant l'optimisation des améliorations et le maniement des bombes, des missiles et des torpilles. En même temps, j'avais envie de faire dans le brutal, en alignant 2 TIE Punisher, l'un plutôt orienté bombe et l'autre plutôt orienté missiles et torpilles, en fonction de leurs capacités uniques. Je voulais compléter avec un As, et mon choix s'est assez naturellement porté sur Dark Vador à bord de son TIE Advance X1, le seul véritable As que je n'avais pas encore joué en V2. Enfin, en préparant la liste, il n'y avait aucune certitude que je joue Whisper et le Grand Inquisiteur avant. Ceci alors même qu'il n'y a pas vraiment de synergie entre ce chasseur et les 2 socles moyens, une limite de la compo peut-être. Mais il me fallait bien un petit vaisseau rapide et agile, en sus de la force de frappe brutale des Punishers. Voici ce que cela donnait, avec tout d'abord le TIE Advance X1 piloté par Dark Vador, 70 points d'escadron, beaucoup plus que tout autre vaisseau de ce type. Sa capacité spéciale parle pour elle-même, après avoir effectué une action, il peut dépenser un point de force pour faire une autre action. Un peu comme en V1, donc, sauf qu'il n'y avait alors pas la nécessité d'une dépense, et il n'y avait pas de point de force. C'est donc moins bien, mais ça reste bien. Et il faut prendre en compte que Vador dispose de 3 points de force. Sauf erreur, c'est pour l'heure le seul pilote à en avoir autant. Mais il faut aussi prendre en compte qu'il n'en régénère qu'un seul par tour. Les TIE Advanced X1 de manière générale sont équipés d'un ordinateur de visée avancé, qui reprend en gros le principe des senseurs qui leur étaient réservés en V1, mais en mieux, ce me semble. Quand Vador effectue une attaque contre un adversaire qu'il a verrouillé, il peut lancer un dé d'attaque supplémentaire et changer un hit en crit. On peut y associer le senseur système de commande de tir, 3 points, lequel permet dans les mêmes conditions de rejeter un dé, à la condition de ne pas dépenser l'acquisition de cible. Dès lors, une action fondamentale pour tous les TIE Advance X1. Enfin, toujours un petit moré, j'ai complété ce build avec un système d'occultation qui, Vador disposant de 3 dés d'agilité, coûtait 8 points d'escadron pour lui, comme par exemple pour Suntirfeld dans ma liste It's a Major Countdown. Il y gagne un dé d'agilité de plus, du moins tant qu'il ne subit pas de dégâts d'une attaque ou autre, car dans ce cas, l'unique charge de la carte est perdue. Passons maintenant aux grosses brutes. Mon premier TIE CA Punisher n'est autre que Death Rain, 42 points, celui-là même que j'avais déployé dans It's a Bomber and a Punisher, aussi en reprend-il certaines caractéristiques.
Sa capacité spéciale qui l'oriente donc vers le jeu bombe est que quand il largue ou lance un engin, il peut faire une action. Il peut lancer des bombes au lieu de les larguer, avec le senseur simulateur de trajectoire, 3 points. Celui-ci impose normalement d'utiliser le gabarit de manœuvre à vitesse 5, mais l'artilleur bombardier compétent, 2 points, permet d'augmenter ou de diminuer le gabarit de 1 de manière générale, et il peut donc lancer à 4 ou 5 et larguer à 1 ou 2. Ces bombes sont de deux types, des bombes à protons, 5 points, qui ont 2 charges et qui infligent un critique à tous les vaisseaux à portée 0,1 quand elles explosent, et des charges sismiques, 3 points, qui ont également 2 charges, et qui détruisent en fait un obstacle à portée, et c'est l'explosion de ce dernier qui affecte les vaisseaux proches. Mais le 2 rouge du Punisher m'incitait à lui confier tout de même quelques missiles, au cas où. J'ai choisi des missiles groupés, 5 points, qui attaquent dans l'arc de tir avant à portée 1-2 avec 3 dés rouges, et disposent de 4 charges. L'attaque nécessite une acquisition de cible, et si un autre vaisseau ennemi est à portée 0,1 du défenseur, on a droit à une attaque bonus contre le 10 passant malencontreux, attaque qui se passe du prérequis de verrouillage. Mais j'alignais donc aussi un deuxième Taisea Punisher, piloté cette fois par Redline à 44 points. Et si Deathrain aime les bombes, Redline aime plutôt les missiles et les torpilles. Son habilité spéciale, double, lui permet tout d'abord d'avoir jusqu'à 2 cibles verrouillées au lieu d'une seule, mais aussi, après avoir effectué une action, de faire justement une acquisition de cible. Tiens, avec le TIE Advance X1, si ça ne fait pas de synergie, ça fait du moins une thématique commune. Et du coup, comme Vador, Redline bénéficie de l'amélioration senseur système de commande de tir, 3 points. Des missiles donc, eh bien, comme Deathrain, il dispose de missiles groupés, 5 points, mais je lui ai aussi donné des missiles à concussion, 6 points. C'est une attaque à 3 dés rouges dans l'arc de tir avant, à portée 2-3, et qui nécessite une acquisition de cible. Ok, Zen. Quand l'attaque touche, chaque vaisseau à portée 0,1 du défenseur, ce qui l'inclut lui-même, et merci Acteris de me l'avoir rappelé, doit retourner face visible une de ses cartes de dégâts face cachée, et il y a 3 charges. Boum. Pour cette dernière partie de la journée, Acteris m'a opposé une compo rebelle à 2 vaisseaux. D'abord et surtout un cargo léger YT 2400 piloté par Dash Rendar, 100 points à poil, bordel. Ensuite un chasseur Arc 170 piloté par Charabey. Sans rentrer dans les détails de la liste, il faut noter 2 choses concernant Dash. Tout d'abord, il adore les obstacles. Il en bénéficie à plein de niveaux. Il se jette avidement dessus. Ensuite, la configuration du YT 2400 en V2, largement dérivée de la combo récurrente en V1, a pour conséquence que cet original est plus dangereux à longue distance qu'à courte portée. Ce deuxième aspect, je m'en suis rendu compte qu'un peu tardivement, et j'aurais peut-être pu en bénéficier plus tôt. Même si cela revenait un peu à jouer contre ma compo, les missiles étant supposés cogner de loin, enfin, pas tous. Mais le premier aspect, j'ai décidé d'en tirer parti d'emblée en lançant mes charges sismiques avec Deathrain. Je n'aurais pas été contre le fait d'infliger quelques dégâts, mais mon objectif à ce stade était prioritairement de débarrasser le coin du tapis où se déroulerait l'essentiel de l'affrontement, des obstacles, en l'espèce des débris, qui joueraient autrement en faveur de Dash, ce qui a plutôt bien fonctionné. Quoi qu'il en soit, cette partie était d'une certaine manière l'antithèse de celle des As de la Force, du gros dégâts dans tous les sens et à chaque tour. Et j'ai eu très peur pour mes Punishers. À la fin de la partie, ils n'avaient plus qu'un point de coque chacun. Vador, lui, était relativement peinard, même s'il avait perdu son système d'occultation à ce stade. Cependant, mes Punishers aussi ont fait de gros dégâts en face, et en définitive plus déterminants. Quand j'ai sorti l'Arc 170 avec le seul Redline, même si ce dernier était en sale état, Acteris a commencé à douter, et quand j'ai réduit Dash à un ultime point de coque, il a concédé. Il faut dire qu'il avait mes 3 vaisseaux aux fesses et qui tapaient dur. Mais sur le moment, en tout cas, je me suis demandé si cette décision n'était pas un peu précipitée, parce que mes Punishers étaient à l'agonie. Cependant, il ne restait plus qu'un tour de jeu, et il ne pouvait a priori pas me sortir les deux à la fois. Une victoire donc, mais là encore une expérience plus ou moins concluante en ce qui concerne la compo. Ce qui est concluant, c'est que les TIE Punisher ont effectivement beaucoup gagné au passage à la V2. Deathrain comme Redline ont des capacités très chouettes, et qui ont toutes les deux été utiles dans cette partie. Mais ma composition n'est, une fois de plus, pas optimisée. Même si les deux pilotes ont de manière visible une préférence marquée pour tel ou tel type de jeu, ils fonctionneraient probablement mieux tous les deux en ayant un build commun ou pas s'en faut, et en tout cas plus équilibré. En fait, si j'avais équipé Deathrain davantage de missiles, ou de missiles d'un autre type, je crois que j'aurais pu sortir Dash. D'un autre côté, même si c'était moins essentiel, peut-être Redline aurait-il bénéficié de pouvoir larguer ou lancer quelques bombes. Mais je vais travailler tout ça. Ces grosses brutes de Punisher m'excitent pas mal. Et Vador, une vague déception me concernant. Ses 3 points de force, sa capacité unique, le jeu des acquisitions de cibles avec l'ordinateur de visée avancé et le système de commande de tir, tout cela est bel et bon et devrait se montrer efficace.
Evador a bien eu quelques occasions de faire des dégâts. Ce qui m'ennuie un peu, c'est que ce vaisseau, même avec un as aux commandes, bénéficiant des possibilités de repositionnement typiques des as, doit composer avec un cadran de manœuvre qui me paraît trop lourdeau pour ce faire. Du coup, je suis un peu sceptique, et d'autant plus qu'il coûte vraiment cher. 70 points d'escadron. Le TIE Advance X1 suivant, celui de Marixtel, coûte 20 points de moins. Oui, je suis un peu sceptique. Mais là encore, une chouette partie, et une victoire tendue, mais qui fait plaisir. Mais il me reste donc une dernière liste à évoquer, et la partie qui allait avec, jouée en deuxième position dans cet après-midi de test. Et c'est une liste rebelle. La deuxième seulement que je tente depuis que je joue à X-Wing, V1 et V2. Or, il faut que je m'y mette, même si je préfère le jeu impérial. Ne serait-ce que pour bien appréhender ce qui se trouve en face, mais aussi plus honnêtement pour varier les expériences de jeu, tout simplement. Mais, problème supplémentaire, j'ai conçu cette liste à l'arrache, et sans l'application que j'aurais dû lui consacrer. Dans ces conditions, je n'avais pas beaucoup de chance de l'emporter. Mais j'avais une envie, oui, jouer les frères Deux Tubes, issus de Rogue One au cinéma et de l'extension Les Renegades dans X-Wing. J'avais vu une vidéo de démonstration où leur synergie était bien employée, et ça me paraissait rigolo, sinon efficace. Mais ça ne fait pas une liste, il me fallait au moins un vaisseau pour compléter. Je me suis décidé pour un arc 170 qui me faisait déjà de l'œil en V1, en me disant que jouer sur l'initiative pourrait être amusant. Bon, commençons donc par les frangins, et d'abord par Bentic de Tube, qui pilote un U-Wing UT-60D, 47 points d'escadron. Ce vaisseau à socle moyen, maintenant, qui a considérablement gagné à l'extension des Renegades de Sceaux, en V1 en tout cas. Bentic dispose d'une capacité spéciale qui lui permet, quand il fait une action de concentration, de transférer un de ses marqueurs de concentration à un vaisseau allié à portée 1 à 2, dans l'idéal, à son frère Edrio de Tube. En effet, si celui-ci est concentré avant son activation, il peut effectuer une action. Or, les deux frangins sont tous les deux à initiative 2. L'idée est donc de jouer d'abord Bentic, qui fait une action de concentration et donne ainsi un jeton de concentration à Edrio. Puis, celui-ci étant concentré avant d'activer, peut faire une action, après quoi il s'active, fait sa manœuvre et accomplit en principe une autre action. Pour rendre la chose plus efficace, j'ai adjoint à Bentic un équipage copilote perspicace. Dès lors, quand il fait une action de concentration, il gagne un jeton de concentration supplémentaire. Du coup, il ne sacrifie rien en donnant le jeton à son frère, lui-même reste concentré. Naïvement, j'ai voulu optimiser la chose avec la carte d'équipage d'Inerso, 2 points. Si un vaisseau allié à portée 0,3 est censé gagner un marqueur de concentration, il peut gagner un marqueur d'évasion à la place. Sauf que ça ne marche pas quand de moi c'est spécifiquement une concentration qu'il faut pour Edrio, bien sûr. Je me suis maudit pendant un temps pour cette boulette, puis je me suis rendu compte que c'était quand même intéressant dans cette configuration de partie. Ginerso n'a pas été inutile, non. Le reste des améliorations de Bentic est d'un autre ordre. Inévitablement, la configuration gratuite L-Pivot, qui permet, je ne vais pas rentrer dans les détails, d'effectuer la fameuse action de retournement du U-Wing, rendu meilleur encore en V2, car on dispose maintenant du choix de retourner effectivement le vaisseau, ou de le faire pivoter de 90 degrés. Intéressant ça. Et sinon, un classique système de commande de tir, 3 points, déjà décrit plus haut. Nous passons donc au frangin Edrio de Tube, qui pilote quant à lui un X-Wing T-65, 45 points. J'ai déjà décrit ses capacités spéciales au cœur de la combo tubesque. Ces améliorations n'y sont pas liées. Lui aussi dispose d'une configuration gratuite, servomoteur S-Foils, caractéristique des X-Wing. Sans entrer dans les détails, là encore, il s'agit de jouer de deux positions des ailes, une qui permet de faire des accélérations en se mettant un peu en danger, l'autre qui donne la pleine capacité de combat. Je l'ai ensuite équipé de torpilles à protons, 9 points, et je reviendrai bientôt sur la raison de ce choix. En tout cas, il s'agit d'une attaque à 4 dés rouges dans l'arc frontal à portée 2-3, sans bonus de portée, et disposant de 2 charges. Il faut une acquisition de cible pour attaquer, et on peut changer un résultat dégâts en résultat critique. J'y ai associé la modification munitions à sûreté intégrée, 2 points, qui permet en gros d'annuler une attaque de torpille ou de missile ratée pour en conserver la charge. Voilà pour les frangins, mais il me fallait donc aligner encore un autre vaisseau, et je me suis décidé pour un autre socle moyen, un chasseur Arc 170 piloté par Nora Wexley à 55 points. Quand celle-ci défend, si un vaisseau ennemi est à portée 0,1, elle peut ajouter un résultat évasion au résultat de ses dés, ce qui suggère un pilotage agressif, permettant d'ailleurs de pleinement bénéficier de l'arc de tir arrière du vaisseau, à 2 dés rouges au lieu de 3. C'est encore mieux avec l'artilleur de poupe vétéran, 4 points, qui permet, après avoir fait une attaque principale dans l'arc avant, de faire une attaque bonus dans l'arc arrière. Pour en rajouter dans l'attaque et bizarrement dans le thème, j'ai aussi rempli le slot d'équipage avec So Guerrera, 8 points,
qui permet à Nora, quand elle fait une attaque, de subir un dégât pour changer tous ses résultats concentration en critique. Mais ce style de jeu agressif appelle tout de même quelques options de défense ou d'endurance. Outre des boucliers améliorés, 4 points d'escadron seulement du fait de l'agilité de 1 de l'arc 170, j'ai ajouté au vaisseau un astromech, et pas n'importe lequel, le petit teigneux R2D2, 8 points. Après avoir révélé le cadran, on peut dépenser une charge, il y en a 3, pour récupérer un bouclier au prix d'un marqueur de désarmement. Enfin, j'ai voulu tenter un truc en donnant à Nora le talent tactique de nuée, 3 points. Et ceci même si cette liste n'a rien d'une nuée. Seulement voilà, ce talent permet au début de la phase d'engagement de choisir un vaisseau allié à portée 1 et de lui conférer pour ce tour la valeur d'initiative de Nora qui est de 5. Les frères de Tube ont en effet le petit souci d'avoir tous les deux une initiative très basse de 2 seulement. J'espérais que cela leur permettrait de placer des coups décisifs, notamment à base de torpilles à protons, avant de se faire atomiser. Vous vous en doutez, hein? Ça n'a pas très bien marché. Ça aurait peut-être pu marcher car sans être monstrueuse d'efficacité, la synergie des frangins de tube est rigolote et peut s'avérer utile. Ça aurait peut-être pu marcher aussi parce que Nora Wexley est un chouette pilote d'un chouette vaisseau, et parce que, ben oui, pour une fois, l'idée de la tactique de nuée s'est avérée pertinente dans ce contexte. Ceci mis à part, j'ai atrocement mal joué, tellement mal que ça relevait peut-être de la mauvaise volonté. Mon placement était à chier avec Nora beaucoup trop proche des frangins, ce qui ne m'a pas tant permis d'utiliser leur synergie, ça m'a bien davantage posé problème quand le léger bump de trop a tout foutu en l'air dans ma formation, comme dans mon économie d'action. En face, Acteris qui jouait deux Tayat 26-1, à savoir Marek Stel et Zertik Strom, ainsi qu'un Tayaska Striker piloté par l'inévitable Countdown, en a bien profité. Et comme ces salopards le camp de la justice et du bon droit, mais seulement quand c'est moi qui le joue, bénéficie de plein de dévers, eh bien je ne lui ai pas fait grand-chose. Acteris m'a sorti Nora, de cela je suis certain, puis un des frères de Tube, mais honnêtement je ne sais plus lequel. J'étais tellement furax contre moi-même que j'ai préféré concéder. C'était très très mal engagé de toute façon. Je rejouerais rebelle, mais en prenant davantage de temps pour composer une liste viable. Ceci dit, celle-ci était peut-être viable. C'est juste que j'ai piloté comme un sabot, et j'en ai d'ailleurs très vite fait les frais à bon 3. Mais bon, l'Empire c'est mieux, hein, c'est good, good. Quoi qu'il en soit, une chouette après-midi de jeu et plein de matière à réflexion à suivre.